Alors on a bien identifié dès l'énoncé du second principe qu'il y a bien un rapport quelque part entre l'entropie et la réversibilité. C'est-à-dire que, étant donné que l'entropie ne peut que être produite, créée, mais ne peut pas être détruite, il y a un problème de réversibilité ou des situations qui vont du coup être irréversibles. Alors on va essayer de mettre ça en lien avec ce qu'on a appelé une transformation irréversible et une transformation réversible. Et jusqu'à présent, la définition qu'on a donnée pour une transformation réversible, c'est une transformation pour laquelle l'équilibre interne et externe du système est toujours respecté. C'est-à-dire que lorsqu'un système subit une transformation réversible, il est toujours à l'équilibre à l'intérieur de ce système, mais aussi à l'équilibre vis-à-vis du milieu extérieur ou des autres systèmes avec lesquels il est en contact et peut échanger de l'énergie. Alors on va revenir sur deux exemples qu'on a mentionnés précédemment. Le premier exemple, c'était l'exemple avec nos deux systèmes thermiques, température T1 et une température T2 pour l'autre système. Et là, on va cette fois-ci considérer un cas limite pour ce système, un cas limite où on va considérer que les températures de l'un et l'autre de ces systèmes se rapprochent jusqu'à être la même. Donc, à l'extrême, on va pouvoir dire que T1 est égal à T2. Mais on reste dans un cas limite, on a T1 qui tend vers T2, et donc, mais si T1 tend par le dessus vers T2, on peut considérer qu'avec un temps infiniment long, on va quand même pouvoir avoir un échange de chaleur entre ces deux systèmes. C'est le principe de cas limite qu'on a appliqué jusqu'à présent dans le cadre d'une transformation réversible, une transformation qui passe par que des états d'équilibre qui, par définition, normalement, ne mènent à aucune transformation. Dans un cas comme celui-ci, on va pouvoir réécrire comme précédemment que T2 delta S2 est égal à moins T1 delta S1. Et si on se place à l'équilibre, donc avec système 1 équilibre avec le système 2, c'est-à-dire à la même température entre ces deux systèmes, donc si T2 est égal à T1, dans ce cas-là, ça implique que la variation d'entropie du système 2 est égale à moins la variation d'entropie du système 1, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le système 2 reçoit autant d'entropie que celle qui est perdue par le système 1. Donc on se retrouve ici dans le cadre d'une transformation réversible avec aucune création d'entropie et donc une conservation globale de l'entropie. Conservation globale parce qu'elle n'est pas conservée au niveau de chaque système, mais si on prend les systèmes ensemble, elle est conservée. Prenons maintenant un deuxième exemple. Et cette fois-ci, on va revenir sur un exemple de travail de force de pression. Donc, on va de nouveau définir deux systèmes fluides. Un système 1 qui sera caractérisé notamment par sa pression P1 et un système 2, ici, qui sera caractérisé par sa pression P2. Et donc, on aura deux systèmes fermés qui, cependant, auront une paroi mobile séparant ces deux systèmes, et donc en fonction des pressions relatives appliquées par l'un ou l'autre de ces systèmes, il sera possible pour cette paroi de se déplacer et de faire varier le volume alors donc si on se déplace vers la droite, ça sera ici le volume du système 1 d'une quantité de volume dV, si on considère une transformation infinitésimale. Alors si on se place dans le cadre, encore une fois, d'une transformation réversible, la transformation réversible va impliquer qu'on a un équilibre de pression entre nos deux systèmes, c'est-à-dire que P1 est égal à P2. Encore une fois, on est dans un cas limite. Dans ce cas-là, on sait qu'on peut écrire le travail mécanique
reçus par chacun des systèmes comme étant exprimés de la manière suivante. Alors, du point de vue du système 1, delta W1 sera égal à moins la pression de ce système multiplié par le volume, la variation du volume de ce système. Et de la même manière, pour W2, on a moins P2 dV2. Étant donné la manière dont on a déterminé dV, on a dV ici qui correspondra à la variation, vu que c'était vers la droite, la variation du volume V1, donc dV1, et ça sera égal donc à moins dV2. Dans un système comme celui-ci, on peut donc réécrire ces deux grandeurs en fonction de dV. Delta W1 qui est égal à moins P1 dV, delta W2 qui est égal à plus P2 dV. Et si on a une transformation réversible, donc si P2 est égal à P1, ceci implique que P2 dV est égal à P1 dV, et donc ceci implique que delta W2 est égal à moins delta W1. En d'autres termes, on redémontre en quelque sorte le premier principe de la thermodynamique. Dans ce cas-là, on ne le démontre pas vraiment parce qu'on en a besoin pour pouvoir écrire cette expression au début, hein, mais on retombe sur le premier principe de la thermodynamique où il y a conservation de l'énergie. Ici, tout le travail mécanique qui était perdu par un système a été gagné par l'autre. Alors si maintenant on modifie un petit peu notre système et qu'on considère une transformation irréversible, dans ce cas-là, on va avoir des pressions qui sont différentes dans chacun des systèmes. Et donc si on veut avoir un déplacement qui se fait vers la droite, on considère ici une pression du système 1 qui sera plus grande que le système 2. Alors on n'a pas vraiment le droit, ou autrement sous certaines conditions très précises, de réécrire ces égalités qu'on a vues précédemment, mais on peut réfléchir d'un point de vue théorique sur ce qui se passe exactement et de se dire si l'ordre de grandeur du travail fourni par P1 sera égal à moins P1 dV et l'ordre de grandeur du travail reçu par le système 2 sera de l'ordre de moins P2 dV. Dans ce cas-là, on aura un problème d'égalité quelque part, parce que on aura cette fois-ci P2 inférieur à P1, et ça aura tendance à nous impliquer, alors ça c'est faux, on va sauter une étape, ça aura tendance à impliquer que le travail qui sera reçu par le système 2 sera inférieur à celui qui sera donné par le système 1. Et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, dans le cas de cette transformation irréversible? Eh bien, il y a eu des irréversibilités. Alors, il y a plusieurs types d'irréversibilité, hein. Il y en a deux qu'on a déjà bien mentionnés jusqu'à présent. Ce sont les frottements qu'il peut y avoir au niveau des contacts solides de la paroi mobile, ainsi que les frottements visqueux qu'on peut avoir à l'intérieur des deux systèmes. Et l'un ou l'autre de ces frottements, ou tout type d'irréversibilité, va avoir tendance à transformer une partie du travail mécanique fourni en chaleur, de dissiper ce travail mécanique sous forme de chaleur. Donc, si le système 2 ne reçoit pas autant de travail mécanique que celui qui a été donné par le système 1, c'est qu'une partie du travail mécanique donné par le système 1 aura été transformée en chaleur. Mais si c'est transformé en chaleur, ça veut dire qu'il y a eu un apport d'entropie. Et vu qu'on n'a pas, on avait des systèmes adiabatiques, hein, on n'avait pas vraiment de transfert thermique entre un système et un autre, cette augmentation de l'entropie vient nécessairement de création d'entropie. Donc dans ce cas d'une transformation irréversible, on est obligé de faire intervenir une création d'entropie, qui est une spécificité de la transformation une fois qu'elle est irréversible. Donc on a eu
une création d'entropie lorsqu'une partie du travail mécanique a été transformée en énergie thermique.